Des mangas, il en existe des millions. Et évidemment, il en existe pour tous les goûts. Trouver un manga qui plaît à tout le monde, c'est compliqué. Pourtant, s'il existe un manga qui correspond le plus à cette description, c'est bien Berserk. Bon, sauf pour les enfants. Comme je l'ai dit en conclusion de ma dernière vidéo, je ne connais personne qui ait lu Berserk et qui n'apprécie pas cette œuvre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que si ce manga fait autant l'unanimité, ce n'est pas pour rien. Donc maintenant que les bases sont posées avec le SCT Berserk, que j'espère que vous avez vu, je vous mets l'affiche ici, j'aimerais aborder ce manga en 5 points, parce que ça fait comme un top, et tout le monde aime les tops. 5 points qui vont vous montrer, je l'espère, pourquoi Berserk est un aussi bon manga, pourquoi il mérite que vous le lisiez, et ce, qu'il se termine un jour ou non. Bonjour, je suis le lézard sous-cultivé, et bienvenue dans Berserk en 5 points. Numéro 1, le style. Les dessins de Miura, c'est sûrement l'un des arguments principaux pour faire la promotion de Berserk, et ça se comprend. La plume de Miura est somptueuse, du début à la fin. Il met un point d'honneur à ne négliger aucun détail, même s'il doit mettre des mois à sortir un chapitre. Mais franchement, ça se paye. Regardez-moi ça. Dès le tout premier chapitre, on retrouve déjà cette qualité de dessin exceptionnelle, et ça s'améliore de tome en tome. Certains diront que le passage au numérique a retiré un peu d'âme au dessin, mais personnellement, je trouve que ça a permis de rajouter de la perfection dans tous les détails. Dans les décors, on peut admirer directement le talent de Kentaro Miura, ainsi que dans le dessin des monstres et créatures surnaturelles. Mais là où c'est selon moi le plus impressionnant, c'est dans les scènes d'action et combat. Et quand je dis impressionnant, c'est un euphémisme. À vrai dire, je n'ai jamais vu ça, hormis peut-être dans Gon, et encore. Vous voyez, quand on compare des mangas des années 80 à 90 avec des mangas de nos jours, la différence de style est flagrante. Le manga s'est énormément codifié dans le chara-design tout d'abord, mais surtout dans la gestion du détail et de l'action. Je m'explique. Ce qu'on remarque dans les mangas plus anciens, c'est le nombre de détails dans les dessins comparé aux mangas plus récents. Pourtant, cette qualité est gênante en fait. Autant de détails nuit à la fluidité de l'action. Les dessins semblent trop figés, on a du mal à les imaginer bouger. Le choix qui s'est imposé par la suite dans le monde du manga fut donc d'éliminer les détails superflus dans les dessins des scènes d'action pour que la scène soit plus vivante. Et c'est pour ça que je trouve que Berserk est une véritable anomalie de son époque. Miura a choisi le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, de sa mère, de sa sœur. Les dessins dans Berserk fourmillent de détails, même dans les scènes d'action. Pourtant, la fluidité de la scène est incroyable. Je nuance pour dire que c'est pas encore tout à fait le cas dans les premiers tomes, mais l'évolution se fait sentir si vite que j'ai à peine à le mentionner. Quand on lit Berserk, on n'a pas du tout l'impression de lire un manga du début des années 90. Dans les 2 premiers tomes, un peu, il faut le dire. Mais clairement, il n'y a pas ce sentiment de gêne face au style que j'ai personnellement quand je lis un vieux manga. Et ça, c'est non seulement dû au dessin, mais aussi au découpage. Berserk est également un ovni dans ce domaine. Le découpage des cases est parfait, on suit parfaitement le cours du récit et de l'action avec un découpage super dynamique qui paraît complètement anachronique de son époque. Regardez ici. Ça se lit de gauche à droite, vieilles éditions oblige. C'est une page du tome 1, je précise. Les dessins sont pleins de détails, pourtant l'action est fluide, notamment grâce au découpage dynamique digne de mangas récents. Évidemment, dans les années qui suivent, ça ne va qu'en s'améliorant. Berserk, c'est vraiment un cas à part. Ce manga ne sacrifie rien et parvient à avoir tout. 2. L'univers de la Dark Fantasy. Pour commencer, expliquons ce qu'est la Dark Fantasy. La fantasy, c'est un genre artistique ou littéraire représentant des phénomènes surnaturels imaginaires, souvent figurés par l'emploi ou l'intervention de la magie. L'heroic fantasy, ou médiéval fantastique, est un sous-genre de la fantasy, qui raconte un récit héroïque dans un monde fantastique, généralement une époque médiévale ou antique. Quand on pense heroic fantasy, on pense forcément au Seigneur des Anneaux, qui a inspiré la totalité du genre. Eh bien, la Dark Fantasy, c'est en gros rendre cet univers très sombre et violent. On échange les créatures féeriques pour des monstres terrifiants, on ramène la mort, la maladie, la guerre, etc. En clair, la Dark Fantasy, c'est un endroit où vous ne voulez clairement pas vivre. Je n'ai pas encore parlé de l'univers de Berserk, mais vous vous en doutez, on a ici affaire à un cas de Dark Fantasy la plus pure. Le danger peut survenir à chaque instant, et la majorité de la population ne peut que subir face aux créatures terrifiantes pouvant les dévorer chaque seconde, face à la maladie guettant chaque faiblesse, ou bien encore face aux puissants hommes qui, par l'intermédiaire d'une seigneurie avare et cruelle, d'une église corrompue par le mal, ou tout simplement de barbares sanguinaires, asservissent les plus faibles.
En plus bien évidemment d'encadrer le récit dans un univers revisité du genre très populaire de l'heroic fantasy, apportant une approche unique et intrigante, l'univers de Dark Fantasy de Berserk apporte deux choses fondamentales à l'œuvre selon moi. D'abord, l'ambiance de cet univers horrifique est vraiment réussie. On se rend compte de la cruauté du monde. On se rend compte à quel point la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, pour n'importe qui. On ressent le sentiment de peur des citoyens du monde, on ressent le danger. Certains voudraient vivre dans le monde de Naruto ou One Piece, mais croyez-moi, personne ne voudrait vivre dans le monde de Berserk. Ensuite, un monde si affreux donne à Guts tout son mérite pour avoir survécu jusqu'ici. Sa puissance est démontrée, car il est le seul à venir à bout de toutes les créatures qui se dressent sur son chemin. On sait qu'il a souffert, même si on ne sait pas d'emblée ce qui lui est arrivé, mais on se doute que survivre dans un tel monde te change forcément en monstre. Et c'est une bonne transition pour la suite. 3. Guts, vengeance, perdition, expiation. Là, on arrive au moment de la vidéo où je ne vais plus pouvoir m'empêcher de spoiler. Mais ne vous en faites pas, ça ne va pas détruire votre plaisir de lire Berserk par la suite. Je vais tâcher de rester vague et d'en dévoiler le moins possible. Berserk, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est assez incroyable que je ne l'ai pas encore abordé dans cette vidéo, et très peu dans la vidéo précédente, parce que c'est le point central de l'histoire. Dès le tome 1, alors que l'histoire n'en est pas vraiment une, on parle déjà de vengeance. Guts est déjà à la recherche de quelque chose. Comme Kenshiro dont il est inspiré, il avance de ville en ville à la recherche de ce quelque chose, en détruisant au passage ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. La personne envers qui toute cette haine que Guts ressent est tournée, c'est Griffiths, un des 5 God Hand. Pourquoi il le déteste? Qu'est-ce que Griffiths et le reste des God Hand ont pu faire pour le mettre dans un tel état de haine? Je ne vous le dirai pas, car vous vous en doutez, c'est le squelette de l'histoire de Berserk. Mais voilà ce que l'on sait d'emblée. Guts possède la marque des sacrifiés sur le cou, une marque qui attire les démons jour et nuit, ce qui fait que celui qui la porte ne peut jamais se reposer, car il est constamment chassé par des créatures surnaturelles, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Cette marque, il la doit aux 5 de la main de Dieu, dont Griffiths, qu'il connaît personnellement. Il est en quête de vengeance pour retrouver la main de Dieu et les tuer, et est prêt à tout pour ça. C'est cette vengeance qui nous intéresse ici. Ce qu'a fait Griffiths est vraiment atroce, ceux qui connaissent l'histoire peuvent le dire. Les autres, essayez simplement d'imaginer les pires choses qu'on puisse faire à un homme, vous en êtes encore loin. Ce qui motive donc Guts dans sa quête, c'est sa haine. Elle est son moteur, ce qui le pousse à survivre, à avancer, à se battre. Mais en réalité, cette haine est à la fois un moteur et un poison. Sans elle, il serait mort depuis longtemps, il aurait lâché l'affaire et accepté son sort de sacrifié. Mais c'est aussi ce qui le détruit. Guts est dépeint comme un guerrier sanguinaire, cruel. Quand il abat une créature démoniaque, son visage se déforme et prend un air inhumain, monstrueux. Ce que sacrifie Guts pour sa quête de vengeance, c'est son humanité. Comment affronter des monstres sans en devenir un soi-même? Ainsi, quand on découvre Guts dans les 3 premiers tomes, soit avant le flashback expliquant son origine, on voit une personne qui déteste les faibles et ne se préoccupe pas de la mort d'un innocent. Au contraire, il le méprise. Il n'est devenu qu'une machine à tuer, dont le moteur est la rage. Plus il avance seul, plus il sombre dans les ténèbres et dans cette vengeance qui finira par le mener à sa perte. Heureusement, Guts ne sera pas toujours seul. 4. Les compagnons de Guts et la gestion de l'ambiance. Oui, Guts ne sera pas toujours seul, et il ne l'a pas toujours été. L'enfance de Guts a été terrible, alternant batailles mortelles et maltraitants sur le camp de mercenaires. Il n'a jamais eu d'amis, jamais eu de famille. La seule chose qui s'en rapprochait était Gambino, celui qui l'a recueilli. Malgré la cruelle façon dont il le traitait, Guts l'aimait, car il n'avait que lui. Après la mort de celui-ci, Guts est devenu un adolescent solitaire, qui ne parlait à personne et ne vivait déjà que pour se battre car il ne savait faire que ça. Sa rencontre avec la bande du Faucon lui a permis de découvrir ce qu'est réellement une famille. Petit à petit, Guts a pu panser ses blessures d'enfance en se battant avec de véritables frères d'armes. Seulement, ses compagnons, il les a perdus. Et ça, c'est certainement la pire chose qui aurait pu lui arriver. Comprenez bien, un enfant qui n'a jamais eu de sucette ne pleurera jamais pour en avoir. Mais donner une sucette à un enfant pour lui reprendre juste après, et il sera l'enfant le plus triste de la Terre. Guts avait finalement goûté au bonheur d'être entouré par des gens qu'il aime et qu'il aime, et tout lui a été pris en une fraction de seconde. C'est la raison pour laquelle il se met à détester les faibles, pour cette raison qu'il ne compte plus que sur lui-même, qu'il fait de sa vengeance une affaire purement personnelle.
et qu'il met toutes ses émotions de côté pour devenir cette machine à tuer qu'il incarne dans les premiers tomes. Mais tout changea avec la rencontre de la plus fragile des créatures. Petit elfe capturé par les hommes, il est sauvé par Guts qui cherchait à faire passer un message au seigneur de la ville, en réalité apôtre au service des 5 de la main de Dieu. N'ayant nulle part où aller et surtout reconnaissant de l'avoir sauvé, Puck décide de suivre celui qu'on appelle le Chevalier Noir. L'opinion de Guts est claire à son sujet, il n'est qu'un faible qu'il méprise et ne lui porte aucune attention. Quand il découvre les pouvoirs guérisseurs de Puck, il s'en sert comme médicament sur pattes, rien de plus. Puck est un personnage très émotif, un peu idiot, mais plein d'humour. Pour commencer, revenons à l'objectif de la création de ce personnage par Kentaro Miura. Berserk est en premier lieu l'histoire d'un guerrier noir sans pitié, qui devient plus monstrueux lui-même à mesure qu'il tue des monstres. L'ambiance était lourde et allait forcément finir par lasser le lecteur à la longue. Il fallait apporter une légèreté au récit. C'est ainsi que Miura a imaginé le personnage de Puck, dont l'humour et la naïveté lui permettraient d'ajouter une touche comique ou dédramatisante aux situations trop pesantes. D'ailleurs, lui qui aura une apparence réaliste dans les premiers tomes, se voit par la suite de plus en plus caricaturé, dans une apparence chibi, accentuant son essor comique. Il est d'ailleurs le seul, ou presque, à briser le 4e mur, notamment pour des blagues ou des références à la culture populaire. Maintenant, revenons sur Puck au sein de l'histoire de Berserk. Si on peut penser que son seul objectif est d'alléger l'ambiance du manga, on peut pourtant affirmer que sans Puck, il n'y aurait pas de Berserk. Si Guts a commencé à changer petit à petit, c'est uniquement grâce à Puck, à sa lumière qui a empêché le guerrier de sombrer encore plus dans les ténèbres. Il est sa part d'humanité. Guts ne s'est jamais préoccupé de ça, considérant que seul importait sa vengeance. Mais après avoir trouvé des compagnons, les choses ont commencé à changer. Il a commencé à retrouver son humanité, recommencé à sourire, et il s'est rendu compte qu'il allait perdre la seule chose qui lui restait s'il continuait dans cette voie. À partir de là, il lutte férocement pour ne pas perdre son humanité, qui s'échappe à chaque fois qu'il laisse libre cours à sa folie sanguinaire, à la rage du berserker. La rencontre de Puck est donc un immense changement pour Guts, qui voit pour la première fois depuis longtemps un peu de lumière dans l'obscurité de son monde. Par la suite, il fait la rencontre d'Isidoro, Farnèse, Serpico et enfin Shirk, qui deviennent des compagnons d'aventure. Plus que ça, ils deviennent ce que la bande du Faucon était pour Guts à l'époque, une famille. Côtoyer d'autres personnes le fait changer, et il le sait, et s'y accroche, parce que tout seul, il est perdu. Ça ne le gêne pas tant que ça, mais il sait que pour Casca, il ne peut pas sombrer. Protéger ou se venger, selon le chevalier squelette, il ne pourra réussir que l'un des deux. Maintenant qu'il a des choses à protéger, il doit trouver un équilibre entre la haine qui lui permet de continuer à se battre et son humanité qui lui permettra de conserver ses compagnons et surtout Casca, son amour de toujours. 5. La dualité Guts et Griffiths. Là, on arrive au point culminant de la vidéo. La dualité Guts et Griffiths, c'est l'aspect le plus important de la première moitié du manga. Et cette dualité, elle ne sort pas de nulle part, elle est directement inspirée de la vie de l'auteur, Kentaro Miura. J'ai une théorie fétiche. Si on peut pas voir son histoire personnelle comme un récit, on ne peut pas devenir mangaka. L'histoire de Kentaro Miura, je l'ai déjà racontée dans ma précédente vidéo. Je remets la fiche ici, c'est également dans la description. Cependant, j'ai fait exprès de survoler un aspect pourtant essentiel de la vie de l'auteur, sa relation avec Koji Mori. Revenons un peu dans le temps, 9 ans avant la création de Berserk, quand Miura entre au lycée. Ce dernier fait le choix d'un lycée avec option artistique, afin de rencontrer potentiellement des amis qui partagent son rêve de devenir mangaka. Et c'est ce qui va arriver, formant un groupe de 5, tous très différents. Le premier était efféminé, les cheveux longs attachés, le nez en trompette. Le second était grand et mince, l'air arrogant. Le troisième avait un visage d'enfant, la coupe au bol. Miura aimait comparer sa bande aux Go Rangers, un Super Sentai populaire à l'époque. Il détenait selon lui la place du ranger jeune, à la fois nerd et intellectuel, mais aussi bon vivant au fort appétit. Enfin, le cinquième était Koji Mori. Cette bande d'amis faisait tout ce que des groupes d'amis de lycéens faisaient. Ils traînaient, vivaient des histoires d'amitié, d'amour, des disputes, parlaient de films, de musique, de jeux vidéo. Bref, c'était un groupe de lycéens tout ce qu'il y a de plus normal, outre le fait qu'ils étaient tous passionnés par le manga. Miura, dont le talent n'avait pas d'égal au sein de son groupe, était celui qui était le plus investi dans sa passion. Mais pour ce qui était du reste, il accusait un sacré retard.
Au lycée, je suis entré en section artistique et je me suis fait de très bons amis qui s'intéressaient au film ou à la musique. Et avec eux, je me suis rendu compte que je manquais de substance. De plus, parmi eux, il y avait un groupe de 5 qui voulaient devenir mangaka et dessiner tout en entretenant un autre don, par exemple pour la guitare. C'est ainsi que j'ai reçu diverses influences car ils me faisaient découvrir des films intéressants à voir, des livres à lire absolument, des choses que je devais faire si je voulais devenir mangaka. Voilà le genre de groupe que nous étions. Je ne sais pas si c'est encore vrai pour les lycéens d'aujourd'hui, mais de notre temps, il y avait une sorte d'émulation entre amis. On voulait montrer aux autres le meilleur de soi-même. Pour savoir comment y arriver, comment être le meilleur, je pensais devoir lire autant de livres et voir autant de films que possible, par exemple. Parmi ses amis, il y en a un que je n'ai pas décrit, bien que j'ai prononcé son nom plus d'une fois. Dans leur bande d'amis, il y en avait un qui semblait s'élever au-dessus des autres, outrepassant sans arrêt les attentes que l'on portait sur lui. Son nom était Koji Mori. Comment pourrais-je dire? Un jour c'est un saint, et le lendemain il fait l'enfant capricieux. Il est difficile de comprendre qui il est, un homme juste ou un fameux voyou. En tout cas, il n'est pas comme nous. Ce qui pour nous semble une idée folle lui paraît tout naturel. Il a une détermination que nous, misérables mortels, ne réussirons probablement jamais à acquérir en une seule vie. Il avait la cote auprès des filles et était un peu mauvais garçon, bagarreur. Mais comme devenir mangaka était un objectif sérieux pour lui, il a quitté sa ville natale remplie de délinquants pour prendre un nouveau départ en école d'art. Il lui arrivait encore de se battre de temps en temps. Ensuite, il allait chez Miura et disait « Allez, dessinons du manga », avant de devoir partir quelques heures plus tard dans la précipitation pour aller pointer à son travail à mi-temps. Cet homme, qui joignait ses gestes à sa parole, qui réussissait tout ce qu'il faisait, qui se privait de sommeil pour parvenir à ses fins, forçait le respect de Miura et le motivait. Il était très difficile d'être ami avec lui. Il était tellement impressionnant qu'il m'éclipsait si je restais trop près de lui. Je n'aimais pas trop les options que j'avais, alors j'ai décidé de rivaliser de la seule façon possible, en travaillant sur mes mangas. Il était impressionnant, et c'était dur pour moi. C'est de là qu'est venue mon inspiration pour la relation entre ces deux personnages. Parfois j'étais dans le rôle de Guts, et d'autres fois dans celui de Griffith. C'est sûrement quelque chose qui arrive beaucoup dans une relation d'homme à homme. Voilà pourquoi il est si important de connaître la vie de Kentaro Miura pour comprendre son œuvre. Après s'être rendu compte que Berserk n'avançait pas, qu'il n'avait rien à raconter, je vous renvoie encore une fois à ma dernière vidéo où j'en parle davantage, Miura a décidé de tout reprendre à zéro. Ainsi, dans l'arc qui allait redémarrer l'histoire de Berserk aux origines, appelé l'âge d'or, Miura va s'inspirer de sa propre vie, de son propre vécu, pour donner une substance à Berserk, pour raconter enfin quelque chose qui vaille la peine d'être raconté. La bande du Faucon est donc directement inspirée de ses amis d'enfance, et la relation qu'aura Guts avec Griffith, directement tirée de la relation qu'il entretient avec Koji Mori. Kentaro Miura était Guts, qui, s'il respectait énormément le talent et la prestance de Griffith, enragé de ne jamais parvenir à l'égaler, lui qui devait faire tant d'efforts pour compenser ce gouffre naturel. Koji Mori était Griffith, paraissant comme au-dessus de la masse, à qui tout réussit, et qui est prêt à tout pour réussir ce qu'il entreprend. Ce mélange de persévérance et de talent donnant parfois l'impression qu'il n'est même pas humain. Cela durera tout le lycée, jusqu'à la fac. Puis, les choses changèrent. Sur cette joyeuse bande de 5 rêvant tous de devenir mangaka, seul Miura y est parvenu. Comme dit dans ma précédente vidéo, lui et Mori ont collaboré à l'université pour écrire ensemble un manga de science-fiction, malheureusement sans succès. Après cet échec, Koji Mori jette l'éponge. Son comportement violent qu'il semblait avoir parfois, et d'autant plus en cette période, Miura l'apprendra plus tard, c'était de rage de ne pas avoir le talent de son compère. Tout réussissait à Koji Mori, sauf ce qu'il voulait véritablement accomplir. S'il avait du talent pour le manga, ce n'était clairement rien par rapport à son homologue. Finalement, Mori se résigne et tente de compenser son échec en se forgeant une vie de rêve, multipliant les relations amoureuses avec de très belles femmes et se dégotant un emploi à très bonne rémunération au sein d'une entreprise de premier choix. La vingtaine à peine, il empochait déjà plusieurs milliers d'euros par mois grâce à un travail dans la publicité. Kentaro Miura avait tout pour envier la vie de son compère, jusqu'au jour où ses efforts payent. Une de ses histoires est acceptée dans le magazine Animal House, son rêve de devenir mangaka lui ouvre les bras. Tout à coup, Miura, qui avait toujours été dans l'ombre de son ami et rival, venait de le surclasser. D'un coup, d'un seul, la tendance était inversée.
Kojimori avait beau avoir une vie comme beaucoup ne peuvent qu'en rêver, cela ne lui importait pas. Il n'était pas heureux, au point d'envisager de mettre fin à ses jours. Ici aussi, les lecteurs de Berserk auront saisi le parallèle avec Griffiths et sa réaction quand Guts s'affranchit de lui, causant sa perte. Une nuit, ce fut comme un éclair dans mon esprit, tournant et virant, cherchant à se libérer. Ça me poursuit encore et encore, comme les vagues de l'océan s'écrasant sans relâche sur les rivages de mon esprit, emportant peu à peu mon humanité. Frustration, solitude, envie, vide, tristesse, pitié, cruauté, faim. Je veux revenir vers la dernière chose à laquelle je tenais, mais pas seulement ça, je veux retrouver tout ce à quoi je tenais. Je savais que j'étais différent des autres. Aucun de ceux que j'ai rencontrés n'a pu m'ignorer, qu'ils aient été mes alliés ou, au contraire, mes ennemis. Mais pourquoi ? Quand ça lui est arrivé, je ne pouvais plus garder mon calme. Celui qui m'a mené à l'obscurité est également celui qui m'a permis de survivre. Quand est-ce que cela a commencé ? J'étais persuadé qu'il m'appartenait, et soudain, il s'est emparé de moi. Mais maintenant que mes rêves s'effondrent, son aura me blesse les yeux. Quelques années passent, Kojimori a maintenant 25 ans, et un événement va changer sa vie à tout jamais. Victime d'un grave accident de moto, il manque de perdre la vie. Lui qui avait déjà planifié dans le passé de mettre fin à la sienne, il se rend compte en cet instant de l'importance de celle-ci. Ce fut un électrochoc. Bien décidé à faire ce qu'il voulait de sa vie, qu'importent les conséquences, il abandonne son travail pour se lancer dans le monde du manga. Il commence par être assistant de Kentaro Miura quelque temps, puis il décide de voler de ses propres ailes. C'est étrange, à mes yeux. Il est même plus brillant. Je ne peux pas faire partie de son rêve, lever la tête pour le voir. Je veux me tenir au même niveau que lui. Y arriver par mes propres moyens. Je ne permettrai pas qu'il me toise. Avec le succès de Berserk, c'est Miura qui avait pris la place de Griffiths. Et Mori avait celle de Guts. D'abord dans l'ombre de celui-ci, il s'en est extirpé pour écrire sa propre histoire. Parfois j'étais dans le rôle de Guts et d'autres fois dans celui de Griffiths. C'est sûrement quelque chose qui arrive beaucoup dans une relation d'homme à homme. La boucle est bouclée. Avec le succès de Holy Land puis de Suicide Island, deux mangas inspirés de sa vie personnelle, Mori, s'il n'a jamais atteint la popularité de Miura, a su réaliser lui aussi le rêve de sa vie. Cette dualité entre Guts et Griffiths, c'est cette dualité entre Miura et Kojimori au lycée, puis entre Kojimori et Miura à l'âge adulte. C'est celle d'une relation d'hommes qui ont chacun de l'amitié, oui, mais surtout du respect, de la loyauté l'un envers l'autre, mais qui ne peuvent accomplir leurs rêves en restant aux côtés de l'autre. Vous raconter l'histoire de sa vie, c'était la meilleure façon de vous l'expliquer. Bien sûr et heureusement, la seconde partie de cette relation, que l'on appellera relation post-éclipse, n'est pas inspirée de sa vie. Si l'histoire de Kentaro Miura et Kojimori s'est bien terminée, ces deux-là étant de nouveau de grands amis et collègues, il n'est pas dit que les choses dans le monde de Berserk se terminent d'une telle façon. La route que prennent les deux anciens amis diffère bien trop, l'un étant l'incarnation de l'envie, l'autre de la vengeance. Mais une chose est sûre, leur destin est lié et l'histoire ne se terminera qu'au cours d'une ultime confrontation. En tout cas, c'est ce qui aurait été le cas si Miura n'était pas décédé le 21 mai 2021 à l'âge de 54 ans, laissant son œuvre pour toujours inachevée. Conclusion. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je vais le redire ici, Berserk est pour moi le manga parfait. Outre son départ maladroit et le fait qu'il n'aura jamais de fin, je ne lui vois aucun défaut. Sur absolument tous les aspects, je ne lui connais aucun égal ou presque, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Si je dois recommander un manga, c'est celui-là. Comme dit dans la précédente vidéo, j'ai du mal à dire que c'est mon manga préféré, car j'ai mes coups de cœur, des œuvres qui me touchent particulièrement ou avec lesquelles j'ai grandi. Mais si j'essayais d'être le plus objectif que puisse l'être une opinion, je dirais que Berserk est le meilleur manga que je n'ai jamais lu. Je le recommande à absolument n'importe qui aimant les mangas, et ayant quand même le cœur bien accroché, ce n'est pas un manga pour enfants. À n'importe qui sera capable de continuer à lire jusqu'à l'âge d'or, car je sais que, une fois le premier arc passé, il est impossible que la personne ne se laisse pas entraîner dans ce récit prenant et touchant.
Maintenant, j'estime mon hommage complet. Kentaro Miura, merci pour tout. On ne t'oubliera jamais, ni toi, ni ton œuvre.